Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'appel d'Amnesty International lancé aux autorités guinéennes. L'ONG appelle à la libération de 57 détenus. Des détenus arrêtés dans le contexte de la contestation de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Reprise progressive des activités commerciales dans la région de l'extrême nord au Cameroun, une région qui a été durement touchée par les attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Depuis 2014, ces violences ont contraint plus de 320 000 personnes à fuir leur communauté. Et puis le Gabon sollicite l'expertise du Maroc dans le domaine médical. Le pays d'Afrique centrale demande à ce que davantage de médecins spécialistes soient formés par le royaume. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite du président burundais, Evariste Ndayishimiye, en République démocratique du Congo. Le chef d'État doit rencontrer ce mardi son homologue congolais Félix Tshisekedi. Une visite officielle de 2 jours qui traduit une volonté d'ouverture diplomatique. Les dirigeants devraient notamment aborder l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À cet effet, des accords entre les 2 dirigeants devraient être signés. Autre sujet de discussion, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Amnesty International lance un appel aux autorités guinéennes. Si l'ONG constate une avancée dans les procédures relatives aux personnes arrêtées durant la période électorale, elle rappelle que 57 personnes sont toujours en détention. Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, demande notamment la libération du militant Oumar Silla, arrêté le 29 septembre 2020 à Ménédji. Amnesty International appelle les autorités guinéennes à prendre des mesures nécessaires pour garantir le droit à la liberté d'expression et faire cesser les arrestations d'opposants politiques. Selon l'ONG, la récente libération de prisonniers ne doit pas faire oublier le maintien en détention de 57 autres. Début mai 2021, 40 détenus depuis les manifestations électorales d'octobre 2020 ont été libérés. Depuis maintenant quelques temps, de plus en plus de prisonniers dits politiques ou des prisonniers d'opinion se retrouvent dans les prisons en Guinée, et pour la plupart ce sont des gens qui appartiennent à des formations politiques d'opposition. Les raisons qui sont invoquées, ce sont les raisons qui se rapportent à soit des raisons de subversion. Il faut donc dire que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui en prison et n'ont pas encore été jugés. Parmi les personnes encore en détention, l'activiste Oumar Silla Difonike Mengue de la plateforme FNDC, regroupant des partis et acteurs de la société civile, condamné à 3 ans de prison ferme en janvier dernier. La société civile guinéenne et des organisations des droits humains appellent à leur procès, voire leur libération au plus vite. Récemment, le président de l'Assemblée, lors d'une des sessions de l'Assemblée, a demandé à ce que justice soit rendue et que par la suite ceux qui sont condamnés, que le chef de l'État accepte de les gracier au nom donc de la réconciliation et du dialogue inclusif. Et puis le chef de l'État en a gracié récemment, même si les plus importants restent encore en prison. Il y a bien de possibilités que ce soit les acteurs sociaux, les acteurs politiques ou même ceux qui sont en prison militent aujourd'hui pour que justice soit rendue. La Cour africaine des droits de l'homme a aussi interpellé les autorités sur les conditions de maintien en détention de prisonniers politiques en mai dernier. Depuis novembre 2020, 4 partisans présumés de l'opposition politique sont décédés après avoir été emprisonnés. Après la peur, l'espoir, les activités commerciales reprennent peu à peu leur cours dans la région de l'extrême nord au Cameroun, région qui a été à maintes reprises la cible d'attaques du groupe terroriste Boko Haram. Malgré ce retour progressif à la vie normale, les comités de vigilance restent à l'affût. Viviane Bauken. La reprise des activités à l'extrême nord Cameroun, précisément dans les villes frontalières du Nigeria, est effective. Apeurées et séquestrées par les attaques terroristes à répétition, les populations retrouvent leur sérénité loin de la peur de l'ennemi Boko Haram. Les déplacés internes regagnent progressivement leurs terres et leurs activités sociales. À Amchide, Fotokol, Kolofata ou Moura, la circulation est rétablie et les prises d'otages ont diminué de façon effective. Voyez-vous, nous avons pu réouvrir le tronçon
Amchide, Banki, Koussiri, Mora. On a eu plus d'une centaine de véhicules par jour. Les écoles ont réouvert leurs portes. Les réfugiés nigérians, plus de 5000, ont regagné leur terroir. Les déplacés internes, nous nous engageons à les ramener chez eux, où les écoles ont réouvert. Un plan de réhabilitation, c'est un secret beaucoup a été décidé par le chef de l'État. Le MINEPAT est en train de mettre les petits plats dans les grands. Le PNUD et d'autres partenaires au développement sont à pied d'œuvre. Le plan de relance économique décrété par le président de la République porte ses fruits dans l'extrême nord Cameroun. Les activités agricoles ont repris avec l'exportation des cultures vers les régions sud du pays. Les postes frontaliers et douaniers sont opérationnels après plusieurs années de fermeture, ce qui a permis d'engendrer des recettes douanières importantes. La vie dans son ensemble a repris. Les jeunes, des moyens ont été alloués aux jeunes dans le cadre de Cash for Work pour faire de l'agriculture. Et nous voyons maintenant, c'est des camions qui sortent de l'extrême nord, qui ravitaillent le Grand Sud avec les tomates, les pastèques, les oignons, l'arachide et j'en passe. Donc de manière générale, on peut dire que la vie a repris dans la région de l'extrême nord. Rappelons que depuis 2014, les attaques terroristes à l'extrême nord Cameroun ont forcé plus de 321 000 personnes à fuir leur communauté. D'après un rapport du gouvernement, 40 000 habitations, 128 000 établissements scolaires, 30 centres de santé et plus de 240 forages ont été détruits lors des incursions terroristes de Boko Haram. Dans l'actualité également, l'ouverture du capital des entreprises publiques aux investisseurs étrangers à Djibouti. Une mesure approuvée le 11 juillet en Conseil des ministres. Objectif du gouvernement, assurer une meilleure gestion de ces entreprises tout en modernisant l'économie nationale. Un objectif devenu urgent selon le président Ismaïla Omar Guelleh qui a plaidé en faveur d'une accélération du rythme des réformes dans le secteur public pour mieux faire face à la concurrence internationale et régionale. 3,3 milliards de dollars, c'est le montant d'un contrat de partenariat public-privé signé entre le Maroc et le Niger. Un accord qui permettra de mettre en œuvre 6 projets notables à Niamey. Parmi eux, la construction d'un complexe agro-industriel notamment, ou encore l'édification de plus de 36 000 logements sociaux. Joël Ballot. Au cours des 8 prochaines années, 6 projets industriels et d'infrastructures seront réalisés par le Maroc au Niger, évalués à 3,3 milliards de dollars. Ce programme, issu d'un contrat de partenariat public-privé entre les deux nations, vise à redonner fière allure à Niamey, la capitale du Niger. Aujourd'hui, le Maroc relance ses projets en Afrique et cette coopération avec le Niger correspond à une temporalité politique nouvelle avec l'arrivée de Bazoum. Le président Bazoum veut véritablement se lancer dans un projet de modernisation et surtout des actions permettant au Niger d'avoir des chantiers et de permettre au pays de créer des emplois et en tout cas dynamiser un pays qui a tant besoin de projets, de création d'emplois, etc. Avec cet investissement, l'objectif du Maroc est de construire sur une superficie de 1050 hectares une ville nouvelle avec près de 37 000 logements sociaux, un centre commercial, un complexe agroalimentaire. Un engagement qui va permettre au moins sur 8 ans de réduire le taux de chômage au Niger, évalué en 2020 à près de 50% selon l'Atlas mondial de données. C'est un pays qui est dans une courbe ascendante de développement. Nous savons aussi que les ressources du Niger vont tripler, voire quadrupler dans les 3 années à venir. C'est le moment de s'installer. Il aura donc fallu attendre 2 années pour aboutir à la signature du protocole d'accord entre les autorités du Niger et le groupe marocain IMI Finance Holding, un projet prometteur dans lequel le Maroc s'attend dans le futur à un retour sur investissement important. Le Maroc qui par ailleurs pourrait être amené à renforcer sa coopération bilatérale avec le Gabon. L'ambassadeur du Maroc dans le pays, Abdellah Zbihi, s'est entretenu à Libreville avec le ministre gabonais de la Santé Guy Patrick Obiang-Dong. Entrevue durant laquelle le ministre a demandé à ce que davantage de médecins spécialistes gabonais soient formés par le Royaume. Marie-Raphaël Antolo.
Le 7 juillet 2021, le ministre de la Santé du Gabon a sollicité de l'ambassadeur du Maroc, Abdelaz Bihi, l'intensification de la formation des médecins spécialistes ainsi que le parrainage d'un institut marocain dans le domaine de la formation professionnelle médicale. Selon les autorités, cette demande en cas d'aboutissement permettra de renforcer les capacités du personnel sanitaire gabonais et va améliorer l'accès aux soins des populations gabonaises. C'est une initiative louable. C'est d'ailleurs ce que les Africains, dans leur grande majorité, souhaitent. On parle de coopération sud-sud. Il faut bien que des pays africains qui sont un peu avancés technologiquement ou sur le plan d'un domaine quelconque soient capables de soutenir des pays qui en ont besoin. Et à ce titre, on sait bien que le Maroc a un peu d'avancée sur certains aspects de la vie sociale en Afrique, notamment en ce qui concerne la santé. Au Gabon, certaines zones font encore face aux déserts médicaux et rendent l'accès aux soins de santé difficile pour les populations de ces localités. Le pays fait également face à une faible densité en professionnels et en établissements du secteur de la santé. Toutefois, les autorités souhaitent relever le niveau médical par cette coopération. Comme dans la plupart des pays africains au sud du Sahara, la question d'accès aux soins au Gabon reste globale. Il y a affaire à tous les niveaux. On note également des pratiques non professionnelles dominées par la quête des profits, comme dans la plupart des pays pauvres. Il y a également la fuite des spécialistes. Il y a très peu de spécialistes qui restent et rendent service à leur pays, d'où la nécessité d'en former d'autres avec des engagements fermes, avec des engagements qui les amèneront à rester au pays et à servir. D'après le ministère de la Santé, à ce jour, plus d'une cinquantaine de médecins spécialistes et une centaine de techniciens supérieurs gabonais ont été formés au Maroc. Notons que le Gabon et le royaume chérifien collaborent déjà depuis plusieurs années dans la formation du personnel gabonais de santé. Par ailleurs, plusieurs accords ont déjà été signés entre les deux pays ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.